Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je crois qu'on est à peu près au complet, ou presque. On va peut-être pouvoir lancer les réjouissances. Merci, déjà d'être venus aussi nombreuses et aussi nombreux, à cet événement, de l'avoir, choisi, dans le cadre très riche de la Nuit du droit 2024 parmi, la quarantaine, je crois, d'événements qui sont organisés en région parisienne et de contribuer comme ça, à faire vivre, le dialogue, écologique dans ce beau lieu qu'est l'Académie du climat. Académie du climat qui se prête très bien au thème assez transversal de ce soir, qui est le thème de l'eau. En matière d'eau, force est de constater, avant de passer à l'aspect juridique, que le constat général des dernières années est un constat de crise. De crise climatique, dans un premier temps. On a peut-être un peu tendance à l'oublier avec la météo des derniers mois parisiens, mais la crise climatique, on a pu l'observer fortement au cours des étés 2022 et 2023, qui ont constitué certaines des sécheresses les plus intenses jamais mesurées dans l'histoire française, et qui sont des épisodes qui pourraient se multiplier à l'avenir. C'est à cette occasion aussi qu'on a vu émerger les premiers conflits d'usage relatifs à l'eau, à propos du tristement célèbre épisode de Sainte-Soline et des conflits et de la répression qui ont pu se nouer autour des méga-bassines. Certains observateurs ont même pu parler des prémices d'une future guerre de l'eau. Donc, ces conflits d'usage et ces restrictions quantitatives causées par les dérèglements climatiques inquiètent. Mais la crise de l'eau, elle n'est pas seulement une crise climatique, elle est en réalité triple, puisqu'elle est aussi une crise de la biodiversité et une crise des pollutions. Crise de la biodiversité parce que le respect et l'intégrité du cycle de l'eau est central à la préservation des milieux et de la biodiversité. Crise des pollutions aussi, dans un dernier temps, ce qui est peut-être moins visible, ce qui bénéficie d'une couverture médiatique un peu moindre, mais qui n'en est pas moins fortement inquiétant au regard des derniers constats qu'on a pu avoir, par exemple, encore récemment, sur la question des fameux polluants éternels, des PFAS, sur laquelle on reviendra d'ailleurs. Face à cette triple crise, un constat simple doit être posé, qui est celui qu'il y a un encadrement juridique de cette gouvernance de l'eau. On a un ensemble de normes au niveau législatif, au niveau européen, qui organisent une gestion de gouvernance territorialisée de la ressource. On a un certain nombre de normes protectrices, on a des régimes spéciaux propres à certains rejets polluants, on a des régimes spéciaux propres à certains établissements qui peuvent être particulièrement polluants, que ce soit des établissements industriels ou agricoles. On a des régimes spéciaux relatifs à des ouvrages qui pourraient avoir un impact sur la ressource, qu'il s'agisse de barrages, de forages, d'ouvrages de stockage comme les méga-bassines. Et pour les particuliers, on a non seulement des normes qui viennent organiser un service public de distribution de l'eau potable et de l'assainissement, mais aussi, et c'est peut-être un point central ce soir, des normes de protection des droits fondamentaux dont le respect est très fortement dépendant de la ressource en eau et de l'accès à l'eau. Face à ce constat, il est nécessaire pour la société civile, pour les personnes qui se mobilisent en faveur de l'accès à l'eau, de s'approprier ces ressources juridiques et de les mettre à profit. S'approprier, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà en évaluer l'efficacité potentielle, les potentielles limites, éventuellement mener une action de plaidoyer pour leur amélioration, mais c'est aussi les mettre en œuvre très concrètement à travers des actions en justice au niveau national, des recours à des organes de règlement des différends ou de contrôle des obligations au niveau international. Le droit est donc un outil à mobiliser, et j'insisterai là-dessus pour finir, à mobiliser doublement. D'une part, pour influencer la gestion de la ressource elle-même et l'accès à l'eau des personnes physiques, mais aussi pour protéger les personnes qui luttent en faveur d'une gestion durable de l'eau et en faveur du droit à l'eau. Et c'est ce double emploi du droit et en particulier du droit international et du droit national, des droits fondamentaux, que nous essaierons de mettre en avant ce soir à travers une discussion avec un panel de grande qualité que j'ai l'honneur de recevoir ce soir et que je remercie chaleureusement pour leur présence. Quelques présentations très brèves, après quoi je leur donnerai la parole. En premier lieu, on aura une intervention d'Emma Feilleux, qui est responsable de mission à notre affaire à tous sur les questions d'inégalité environnementale et de santé environnementale.
Notre affaire à tous, c'est donc l'association organisatrice de la conférence de ce soir, qui justement mobilise le droit en faveur de la justice environnementale et climatique, et qui contribue à dresser une équivalence entre justice environnementale entendue au sens moral, politique, et justice environnementale entendue au sens institutionnel et contentieux. Emma Feilleux a une expérience particulièrement riche dans ce cadre parce qu'elle a d'abord été bénévole à Notre affaire à tous et s'est beaucoup impliquée sur la question des polluants éternels, des PFAS, notamment en région lyonnaise. Elle fait maintenant partie de l'équipe salariée et coordonne diverses campagnes juridiques liées par exemple aux industries polluantes ou encore à la question de l'accès à l'eau dans les territoires dits d'outre-mer. Et c'est cette seconde question qui va beaucoup nous occuper parce que dans ces territoires dits d'outre-mer, la question de l'accès à l'eau et la question de sa gestion se pose avec une acuité particulière. Et pour ça, nous aurons dans un second temps une intervention de Sabrina Cajoli, qui vient spécialement de Guadeloupe pour une tournée européenne de quelques semaines et qui nous a fait l'honneur de participer à la conférence de ce soir. Sabrina Cajoli est juriste des droits humains, elle est spécialisée en droit international des droits humains, et elle a, pendant une quinzaine d'années, exercé sur 3 continents dans diverses organisations internationales, les Nations Unies, le Conseil de l'Europe, entre autres. Elle est à présent basée en Guadeloupe et elle est particulièrement engagée sur les questions d'accès à l'eau sur ce territoire en particulier, sur les questions de politique publique qui ont été défaillantes sur le long terme sur le territoire, et tout particulièrement sur la question de la pollution au chlordécone, qui est un problème récurrent des dernières décennies, en Guadeloupe comme en Martinique d'ailleurs. C'est dans cette optique qu'elle a fondé l'association Cambered FWI, French West Indies, qui s'implique sur ces thématiques au triple niveau national, européen et international. Sabrina Cajoli, sur ce territoire qui souffre particulièrement de crise de l'eau, qu'est la Guadeloupe, mène donc l'action d'une défenseure des droits humains, ce qui nous amène à la 3e intervention de la soirée, qui sera celle de Michel Forst, que je remercie également pour sa présence. Michel Forst a également une très riche expérience des droits humains. Il a exercé de nombreuses fonctions pour le moins éloquentes dans le cadre national puis international. Il a été secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, directeur général d'Amnesty International France et directeur de cabinet à l'UNESCO. Par la suite, aux Nations Unies, il a été d'abord rapporteur spécial sur la protection des défenseurs des droits humains. Voyant les questions particulières qui se posaient de ce point de vue en matière environnementale, il s'est plus spécifiquement intéressé à la question et a été élu comme le premier rapporteur sur les défenseurs de l'environnement au titre de la Convention d'Aarhus, cadre légal particulier sur lequel on reviendra ensuite. Voilà pour ce tour d'horizon des intervenantes et intervenants de ce soir, qui permettra d'avoir un panorama particulièrement riche des crises de l'eau et des inégalités environnementales qui sont causées sur le territoire français, métropolitain et entre guillemets d'outre-mer, et qui nous permettra d'avoir quelques perspectives légales sur les voies qui sont disponibles à la fois pour protéger l'accès à l'eau et pour défendre les gens qui militent pour ce même accès à l'eau. Sans plus attendre, je passe maintenant la parole à Emma Feilleux, qui pourra nous présenter son travail dans le cadre de Notre affaire à tous. Et là, ok, top. Merci beaucoup, Gabriel. Je suis ravie qu'un événement aussi sur un sujet aussi crucial que le droit à l'eau et le droit des personnes qui le défendent prenne place dans cette soirée particulière qu'est la Nuit du droit, aux côtés de réflexions sur nos institutions ou le rôle du droit face aux évolutions rapides de notre société. Je vais donc utiliser mon intervention pour mettre un peu un contexte global à ces thématiques-là. Et d'abord, commencer par rappeler que l'eau fait l'objet d'un encadrement juridique et n'est pas qu'un service public relevant de telle ou telle compétence administrative. C'est un droit fondamental qui est reconnu en droit international comme en droit français. Et je trouvais intéressant de vous citer les textes
quelques citations de textes qui reconnaissent ce droit-là pour comprendre la formulation et l'importance qui est donnée à la formulation. Ce droit à l'eau potable, ce droit humain à l'eau potable a été reconnu notamment en 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est la résolution 64-292 qui dit, je cite, « Le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. Il y est demandé aux États d'intensifier les efforts faits pour fournir une eau potable et des services d'assainissement qui soient accessibles et abordables à tous. » C'est aussi cet accès universel et équitable à l'eau. Il fait partie désormais aussi des objectifs de développement durable, qui doit être atteint d'ici à 2030. Et ce qui est intéressant dans cette définition de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est que, à l'instar du droit à un environnement sain, qui est un peu un droit premier pour envisager le respect d'autres droits fondamentaux, eh bien le droit à l'eau est lié à d'autres droits fondamentaux. Autrement dit, les situations de problématiques d'accès à l'eau potable contreviennent à tout un ensemble de droits humains qu'il s'agit d'étudier. Par exemple, le droit à la vie privée et familiale, la dignité humaine, le droit de l'enfant à l'éducation, le droit à la santé, etc. On aura l'occasion de l'illustrer. Au niveau européen, c'est l'article 16 de la directive 2020-2184 qui consacre notamment ce droit d'accès à l'eau pour tous. Et pareil, il fait un focus intéressant puisqu'il note de façon très explicite l'importance que doivent avoir les populations marginalisées et vulnérables. Donc, je vous cite encore parce que je trouve ça important. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, en particulier des groupes vulnérables et marginalisés. Et c'est une précision très importante puisque parler de droit à l'eau, c'est aussi parler de justice environnementale. De façon plus générale, il est documenté que que la triple crise environnementale et ses impacts ont des effets particuliers sur certaines catégories de population. Et donc c'est là qu'on parle d'injustice environnementale. Ces injustices environnementales, elles se retrouvent sur des territoires où se manifestent soit des impacts particuliers du changement climatique, des impacts accrus par rapport à d'autres territoires, soit des pollutions environnementales, et de l'autre côté, des vulnérabilités socio-économiques particulières qui prennent source dans des structures sociales inégalitaires. On a donc des inégalités d'accès à un droit à un environnement sain, c'est-à-dire très concrètement à une alimentation de qualité, à un air pur, à une énergie de qualité ou à une eau potable. Et les luttes issues du mouvement de la justice environnementale ont particulièrement montré que ces risques environnementaux, donc ces pollutions, ces manifestations accrues du changement climatique, affectaient prioritairement des populations défavorisées, soit pour des raisons socio-économiques, soit pour des raisons raciales, par exemple. Et face à cela, le droit peut et doit être mobilisé pour améliorer la gestion de la ressource et l'accès des populations à ce droit fondamental. Notre Affaire à tous, en tant qu'association qui utilise le droit pour lutter contre cette triple crise environnementale et ses impacts, s'intéresse de façon accrue au sujet de l'eau depuis plusieurs années et tente d'adapter l'outil juridique et notamment l'outil contentieux à ces problématiques qui sont très complexes sur divers aspects. L'aspect contentieux qui est encore assez timide en matière d'amélioration des problématiques liées à l'eau. Je vais évoquer quelques cas sur lesquels notre Affaire à tous a pu travailler ou travaille aujourd'hui et qui sont en relation avec l'eau pour illustrer justement comment le droit peut prendre en charge ces situations, ou en tout cas tenter de le faire. La première que je vais évoquer plus rapidement, mais parce que c'est une victoire et qu'il faut souligner les victoires, c'est Justice pour le vivant, qui est un recours qui a abouti à une décision de juin 2023 du tribunal administratif de Paris, qui a reconnu la responsabilité de l'État dans l'effondrement de la biodiversité. Et notamment, il a reconnu le préjudice écologique qui découle de l'utilisation déraisonnée des pesticides et qui a abouti à une contamination généralisée de l'eau. Par cette décision de juin 2023, le tribunal administratif a enjoint l'État à réparer ce préjudice à prendre toutes les mesures utiles, pour faire cesser ce préjudice d'ici juin 2024. Donc c'est une victoire, mais évidemment, on est en octobre 2024, donc on reste dubitatif sur l'application de cette décision. Sur un autre sujet dont je vais parler un peu plus longuement, on s'est confronté à
une des plus grandes contaminations environnementales actuelles. Gabriel en a parlé, l'a évoqué, c'est le sujet des PFAS ou des polluants éternels dont on parle de plus en plus et sur lequel notre affaire à tous travaille depuis 2022. Les PFAS, ce sont des molécules chimiques, c'est une famille de molécules chimiques. On parle de milliers de molécules, voire dizaines de milliers de molécules chimiques qui appartiennent tous à la même famille parce qu'ils ont des propriétés similaires. C'est des molécules qui, d'un point de vue industriel, sont assez magiques. C'est les molécules les plus persistantes jamais créées par l'homme. Donc elles sont ultra résistantes, elles sont aussi elles ont des propriétés imperméables et donc elles sont utilisées dans tout un tas de produits du quotidien, dans des textiles, dans les mousses anti-incendie, dans les emballages alimentaires, jusqu'au papier toilette ou à d'autres produits médicaux, par exemple. Le problème, c'est que en plus de leur ultra-résistance, dont on se doute que d'un point de vue environnemental, ça peut poser problème, c'est que ce sont des molécules qui ont des effets cancérigènes et perturbatrices endocriniennes. Une enquête du Monde a révélé qu'aujourd'hui, il y avait environ 17 000 sites en Europe qui étaient contaminés. 2100 hotspots, c'est-à-dire des endroits où la contamination est telle que les experts estiment qu'il y a des effets dangereux pour la santé. Et en France, on a près de 1000 sites largement contaminés et ignorés. Ces PFAS sont présents, je suis désolée de vous l'apprendre, dans près de 100% du sang des Français et Françaises. Et le hotspot de la pollution se trouve au sud de Lyon, dans la vallée de la Chimie, où on a commencé à travailler en 2019. Et c'est là-bas que le scandale des PFAS a commencé en mai 2022. Pour le professeur Sébastien Sauvé, la vallée de la Chimie, c'est un cas d'exposition extrême, comme il en existe peu. Il parle c'est un aperçu du pire ou de l'un des pires scénarios que l'on peut avoir en termes de contamination. Je trouve ça assez parlant. Et cette contamination généralisée de la vallée de la Chimie, elle vient de 2 producteurs, les entreprises Daikin et Arkema. Arkema, par exemple, donc ils rejettent des PFAS depuis les années 50. Arkema, jusqu'à quelques années, rejetait jusqu'à 3,5 tonnes de PFAS par an dans le Rhône. Le Rhône, ça c'est une étude de l'ANSES. Le Rhône, c'est de là d'où partent toutes les irrigations des cultures de la région lyonnaise, vous l'imaginez. Et donc, dans l'eau, on retrouve une accumulation de PFAS à la fois dans les nappes phréatiques, mais aussi dans la nappe alluviale du fleuve, où je vous disais, on capte l'eau pour alimenter le réseau d'eau potable de nombreuses communes. Aujourd'hui, selon l'Agence régionale de santé, ce sont 166 000 personnes qui boivent une eau contaminée au PFAS. Et en fait, ce qu'il faut comprendre quand on parle de ces pollutions-là, c'est que ça a un impact très concret sur le quotidien des gens, c'est-à-dire que les gens se posent vraiment la question de est-ce que je peux boire de l'eau au robinet? Est-ce qu'il faut que j'achète un filtre? Quel filtre? Comment on fait? Et en fait, c'est des questions qu'on a du mal à se représenter tant qu'on n'en vit pas. Et je pense que Sabrina l'illustrera aussi assez bien sur d'autres problématiques. Donc voilà, c'était pour illustrer un peu où on en était dans la vallée de la chimie. Cette situation de pollution, donc de problématiques qualitatives, elle rejoint des problématiques quantitatives, puisque par exemple le secteur chimique, c'est le secteur industriel qui consomme le plus d'eau, et des problématiques tarifaires, puisque les communes vont devoir payer pour mettre en conformité l'eau qui est distribuée dans ces réseaux d'eau potable. Et donc, on peut craindre une augmentation des coûts de l'eau dans des zones industrielles qui sont habitées par des populations souvent pas forcément économiquement favorisées et qui, en plus, supportent déjà des coûts, comme je le disais, par exemple pour l'achat de filtres, pour des dépenses médicales liées à ces problématiques, qui s'ajoutent à des préjudices corporels et psychologiques dont je ne vais même pas parler là, mais que vous pouvez imaginer. Et donc, on a différentes actions en justice, à la fois préventives et curatives, qui sont en cours et qui sont à venir autour de ce sujet des PFAS, à la fois devant les juridictions administratives et pénales, en référé comme au fond. Mais clairement, le droit, par rapport à ce sujet de santé publique, va être confronté à la prise en charge d'une pollution diffuse, aussi historique et importante, et ça va pas être simple. De nombreuses questions vont se poser, à la fois pour aboutir aux premières condamnations, mais aussi ensuite pour faire appliquer ces décisions, notamment quand on va commencer à parler de dépollution. Et je vais finir par un dernier cas d'illustration, mais qui sera donc plus développé ensuite.
Notre affaire à tous, dans le cadre de travaux de recherche-action sur les discriminations environnementales, s'est intéressée et travaille depuis plusieurs mois maintenant sur une problématique environnementale actuelle qui accable les territoires français dits d'outre-mer, c'est celle de l'accès à l'eau potable à un prix raisonnable, puisque, on va largement en parler, les habitantes d'une majorité de ces territoires sont régulièrement confrontés à des problématiques quantitatives, qualitatives liées à l'eau potable et à des problèmes de surtarification. Notre affaire à tous, nous, on a porté un premier référé liberté suite à la sécheresse historique qu'a vécu Mayotte l'année passée. Je laisserai Sabrina développer sur la Guadeloupe, mais ces problématiques sont similaires en Martinique avec des spécificités, mais c'est des constats qui peuvent se faire sur la Martinique, en Guyane, à La Réunion, dans d'autres territoires d'outre-mer. Et par exemple, l'IGED, donc l'Inspection générale du développement durable, estimait que les outre-mer auraient 40 ans de retard dans la mise en œuvre de la politique de l'eau et de l'assainissement. 40 ans de retard. Et en fait, chez notre affaire à tous, on essaye de travailler à ce concept de discrimination environnementale que je n'utilise pas au hasard parce qu'on se dit que jamais on ne pourrait imaginer en France hexagonale que des départements, enfin Mayotte c'est aussi grand que Montpellier, soient pendant des mois confrontés à des coupures d'eau quotidiennes ou à des conseils. On leur dit qu'ils peuvent boire l'eau alors qu'en fait il y a des alertes de contamination au plomb. Il y a eu une recrudescence des épidémies de choléra à Mayotte. Voilà, et c'est vraiment qu'un aperçu du quotidien des Mahorais et des Mahoraises depuis des mois. Et donc par la rupture d'égalité que ces situations induisent entre deux territoires, ici Mayotte et la métropole, on peut caractériser une situation de discrimination territoriale environnementale sur laquelle je vais laisser Sabrina revenir davantage. Merci beaucoup déjà Emma pour cette intervention extrêmement riche, à la fois en termes de présentation des problématiques de justice environnementale et de discrimination environnementale, et dans certaines ramifications juridiques que tout cela peut avoir, que ce soit en métropole ou en outre-mer, mais particulièrement dans les territoires dits d'outre-mer où la situation est particulièrement grave. Le référé liberté que tu mentionnais, qui a été mené par notre affaire à tous, c'est une illustration parmi d'autres d'une action en justice qui peut être entreprise pour adresser une injustice environnementale. Injustice environnementale comprise au sens de discrimination socio-spatiale qui se traduit par une discrimination environnementale, une surexposition aux effets des pollutions, des changements climatiques ou de l'effondrement de la biodiversité. Sur deux de ces trois aspects, le cas de la Guadeloupe et d'autres territoires dits d'outre-mer est particulièrement éclairant. Et Sabrina va maintenant pouvoir nous les présenter en détail puisqu'elle les connaît particulièrement bien dans ses ramifications sociales comme politiques et légales. Dans un premier temps, peut-être que tu peux nous expliquer un peu quelle est exactement la situation en Guadeloupe du point de vue de l'eau, quel est le bilan et depuis combien de temps est-ce qu'on est dans cette situation ? Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien ? Oui ? D'accord. Alors, d'abord, un grand merci à notre affaire à tous pour organiser cet événement, pour avoir choisi cette thématique qui est effectivement assez cruciale. Je suis parfaitement subjective, vous allez le comprendre tout de suite, mais merci à l'Académie du climat de nous recevoir. Merci beaucoup à Michel Forst de venir à vous et à nous pour échanger ce soir. En Guadeloupe, on a tendance à dire que les Nations Unies, par exemple, c'est très éloigné et donc c'est vraiment très appréciable d'avoir quelqu'un de votre qualité qui vient au contact direct des populations et des personnes. Je dois être honnête avec vous. D'ailleurs, la première fois que j'ai échangé avec Michel Forst, je lui ai dit, je suis à peu près née défenseur des droits humains, c'est-à-dire qu'à 16 ans, j'ai déjà créé ma première association pour les droits des lycéens dans mon lycée, au grand désespoir de mon proviseur à l'époque. Par contre, je ne suis pas née vraiment défenseur des droits de l'environnement.
En fait, je suis même d'une génération où on ne parlait pas encore du droit humain à l'environnement. Donc, je suis comme une citoyenne ordinaire. J'ai été informée au gré des années et sensibilisée à ces thématiques. Mais c'est surtout que après, comme l'expliquait Gabriel, j'ai travaillé comme juriste dans différents pays et sur différents continents. Et puis, je suis rentrée aux Antilles en 2019. Et puis, j'ai pas supporté. Ce que je vais vous dire n'est pas glamour, mais je suis devenue en fait de facto défenseur de l'environnement parce que j'ai pas supporté de ne pas pouvoir tirer ma chasse d'eau plus d'une fois tous les 2 ou 3 jours. J'ai trouvé que c'était insupportable en termes de dignité, en termes de santé, en termes d'égalité, parce que j'ai quand même, je suis née et j'ai grandi dans l'Hexagone et je savais que ça se passait pas comme ça. Donc, j'ai pas supporté et je me suis engagée à titre bénévole depuis 2019 sur ces questions d'eau et d'assainissement. Et puis, plus largement, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes de pesticides, de chlordécone. Donc, j'ai élargi mon plaidoyer et mes actions. Et puis, j'ai réalisé aussi des formations professionnelles que les recours qui existaient étaient un peu dans l'impasse au niveau local. Donc, je me suis dit qu'il fallait aller frapper à la porte du niveau supranational au niveau des Nations Unies, de l'Europe. Je suis désolée, j'ai peut-être effrité un petit peu l'image de la Guadeloupe. C'est une île formidable. Oui, les Antilles, c'est magnifique. Et peut-être que certains ou certaines d'entre vous y sont déjà allés en vacances ou vous êtes peut-être originaire de là-bas. Mais pour ceux qui connaissent l'envers de la carte postale, vous savez que la vie n'est pas facile tous les jours pour la population locale. Pourquoi? Parce que les coupures d'eau, c'est pas une fois de temps en temps. C'est tous les jours en Guadeloupe. Et c'est toute la population qui est affectée. Vous avez peut-être entendu dire des gens disent oui, mais dans ma zone, pas vraiment. Moi, ça va. J'habite dans la Basse-Terre. On a 2 parties de l'île et il y en a une qui est plus proche des sources. Il y a moins de coupures d'eau. Sauf que ces mêmes personnes, à l'école quand même, ou à l'hôpital, elles ne vont pas avoir de l'eau en permanence. Il y a des coupures, pas seulement à la maison, mais aussi à l'hôpital, à l'école. Les enfants perdent en moyenne 1 mois et demi de cours par an, du seul fait des problèmes d'eau dans les écoles. Ça a été documenté par une enquête parlementaire en 2021. Quand moi je me suis engagée sur cette question-là, c'est parce que j'ai rencontré une femme de ma commune qui, en plein Covid, en plein confinement, donc en 2020, n'a pas eu d'eau dans son logement pendant 40 jours consécutifs. 40 jours consécutifs. Elle était enceinte et à l'issue du confinement, elle a décidé de déménager pour être dans une zone un peu moins affectée par les coupures et elle a perdu son enfant. Donc ça, en fait, ça montre, c'est une vraie question de vie ou de mort. En plein Covid, nous n'avions pas d'eau pour nous laver les mains alors que c'était le premier geste de protection, souvenez-vous. Et puis parce que le cas de cette femme-là, en fait, il n'est pas isolé. Combien de cas passent sous le radar, mais c'est ça notre réalité. On a le problème des coupures d'eau, mais on a aussi un autre problème qui est celui de la potabilité de l'eau. C'est-à-dire que quand on a de l'eau au robinet, cette eau n'est pas potable en raison de facteurs multiples et quasiment constants. Premièrement, la vétusté des canalisations. On a, en fait, ce problème dure depuis plus de 30 ans. Et l'héritage d'un délaissement, en fait, quand même, de nos territoires et d'un défaut d'entretien des canalisations qui fait qu'elles sont tellement vieilles qu'elles sont poreuses aux intrusions, aux bactéries. Des métaux peuvent se désagréger dans l'eau et donc contaminer l'eau qui est destinée à la consommation humaine. Ça, c'est le premier facteur de non-potabilité de l'eau. Le deuxième, c'est l'assainissement. Nous avons près de 80% de nos stations d'assainissement qui ne sont pas aux normes, qui sont dysfonctionnelles, et nous avons littéralement de la matière fécale qui peut se retrouver au robinet, encore une fois, tant à la maison qu'à l'école, qu'à l'hôpital, ça a été documenté. Et puis, troisièmement, vous avez soulevé le sujet déjà, le chlordécone et puis d'autres pesticides.
Alors le chlordécone, c'est un pesticide hautement toxique qui a été utilisé pendant plus de 20 ans dans les bananeraies aux Antilles, donc aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, pour atteindre des taux améliorés de production de la banane. Et il a été utilisé pendant de nombreuses années en dépit de la connaissance par nos autorités de sa toxicité et du fait que l'Organisation mondiale de la santé avait déjà alerté sur son caractère cancérigène. Il y avait d'ailleurs déjà eu un scandale aux États-Unis où il était fabriqué dans les années 70 et les États-Unis avaient interdit sa production et son utilisation, mais en avaient vendu les produits des stocks et des brevets à la France, qui a continué à utiliser. Le chlordécone s'est démontré à l'origine de graves problèmes de santé. Nous avons par exemple le plus haut taux de cancer de la prostate au monde, malheureusement en Martinique, et le lien de causalité est démontré. C'est un perturbateur endocrinien également, et donc il génère un certain nombre de maladies hormonales qui restent sous-documentées pour ce qui est des femmes, mais des taux alarmants sont quand même déjà détectés et rapportés. Et donc, des traces de chlordécone se retrouvent encore aujourd'hui dans l'eau destinée à la consommation humaine et puis dans nos sources, dans la mer, en Guadeloupe et en Martinique. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'environnement, le droit humain à l'environnement, en 2022, suite d'ailleurs à des informations qui avaient été soumises, entre autres par la société civile guadeloupéenne, a listé la Guadeloupe et la Martinique parmi les zones dites sacrifiées au monde en raison de cette contamination extrême au chlordécone. Ce terme n'est pas anodin. Dans le monde anglo-saxon, d'où vient d'ailleurs ce rapporteur spécial, la terminologie zone sacrifiée fait référence à Hiroshima. Donc c'est vous dire quelle est la puissance de ce constat-là. Comme le disait Emma tout à l'heure, dans ce contexte-là, souvent ce sont les populations les plus vulnérables qui sont impactées. Donc la contamination au chlordécone, c'est l'eau, l'alimentation, les sols, mais c'est aussi une présence, là encore, dans le sang de plus de 90% de la population. Et tous ces défis en matière d'eau, tant de coupure que de potabilité, touchent avec une particulière acuité les femmes, les enfants, les personnes en difficulté, on va dire, économique. On a quand même 35% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté en Guadeloupe. Et ces problèmes-là, malheureusement, effectivement, ne sont pas que spécifiques à la Guadeloupe. On les retrouve dans beaucoup de territoires français dits d'outre-mer de façon structurelle, avec après des spécificités locales. Par exemple, en Guyane, un défi particulier est plus lié à l'empoisonnement de l'eau au mercure. À Mayotte, on a vu qu'il y a des problèmes qui sont liés à la sécheresse et donc le changement climatique peut venir aggraver des problèmes qui sont quand même à la base des problèmes principalement de gouvernance et donc causés par l'être humain. Donc je vais finir quand même ce tableau-là sur une note positive, c'est-à-dire que l'être humain, moi je pense que s'il est capable du pire, il est aussi capable du meilleur. Donc si on a créé les problèmes, on trouvera les solutions. Très bien, merci. Merci beaucoup pour cet état des lieux assez saisissant, Sabrina. Du tableau que tu dresses, on voit du coup à la fois des situations de discrimination environnementale caractérisée, émerger, des situations assez récurrentes, des constats d'ailleurs assez récurrents par certains rapporteurs d'atteinte aux droits humains. Comment est-ce que ces constats humains et politiques, puisque c'est aussi une question de politique publique défaillante, peuvent se traduire au niveau juridique ? Comment ça peut se retranscrire dans l'action menée par votre association Cambered FWI ou d'autres FYI? FWI. French West Indies, alors on l'a mis en anglais parce qu'en fait, ça va être le premier élément de réponse à ta question, Gabrielle. C'est que notre approche à Cambered, c'est de porter la question au niveau international et de se baser sur le droit international des droits humains en particulier. Donc notre approche, elle est juridique.
100%, et elle essaye de toucher à tous les niveaux, le niveau local, le niveau régional européen, mais aussi peut-être plus tard dans d'autres régions géographiques du monde, et puis international. Alors, il existe énormément en fait de mécanismes des droits humains au niveau de l'ONU notamment, mais aussi au niveau européen, qui sont pour l'instant, à mon sens, sous-utilisés, particulièrement pour ce qui est des territoires dits d'outre-mer qui sont pas toujours très au fait de leurs droits, de ces mécanismes et qui les ont pas encore beaucoup investis. Alors, au niveau de Kembe Red, French West Indies, au niveau local, on a initié et soutenu un recours qui s'appelle le recours de la goutte d'eau en Guadeloupe, qui a été rejoint par plus de 200 plaignants et plaignantes, qui a un volet à la fois civil et un volet pénal, qui fait déjà référence aux instruments de droit international des droits de l'homme. Donc même si c'est au niveau local et national, devant nos cours, nos tribunaux, nous soulevons déjà le droit international des droits de l'homme. Parce qu'en fait, les traités internationaux ont une valeur supérieure à nos lois, en vertu de l'article 55 de la Constitution française, et sont directement invocables devant nos tribunaux et d'application donc dans notre droit. Et ça veut dire aussi que si on les soulève dès le début au niveau local et national, si on doit en arriver à aller après devant la Cour européenne des droits de l'homme ou des cours internationales, eh bien on aura déjà soulevé quand même ces moyens-là, comme on dit en droit. Ce recours, il est soutenu par différentes organisations des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme nous a rejoint en premier lieu en 2023 et puis surtout notre affaire à tous récemment. Et donc on les remercie beaucoup, on vous remercie beaucoup pour cela parce que ça permet d'amplifier le message, de donner de l'envergure, de la visibilité et c'est très important. Ça nous permet aussi d'avoir une approche un peu concertée et de donner une dimension transocéanique maintenant, c'est-à-dire qu'on a fait aussi alliance avec PADO à Mayotte, soutenu également par notre affaire à tous, et ça permet de mettre en lumière donc les aspects structurels et communs, les défis qu'on retrouve dans les différents territoires dits d'outre-mer, et de donner là encore du poids à cette action en justice au niveau local, national. Nous avons aussi effectué un plaidoyer au niveau de différents mécanismes de l'ONU depuis 2020 et singulièrement en 2023. Alors, par exemple, on a participé à l'examen périodique universel de la France. C'est le grand examen sur les droits de l'homme, en gros, qui a lieu à peu près tous les 4 ou 5 ans. On a surtout porté la thématique devant le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, devant le Comité des droits des femmes, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, et devant différents rapporteurs spéciaux des Nations Unies, à commencer évidemment par le rapporteur spécial sur le droit à l'eau, mais aussi environnement, logement, etc. Donc on a à peu près 7 rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui se sont exprimés sur la thématique, et au total, depuis 2020 et particulièrement en 2023, c'est plus de 70 experts des Nations Unies qui sont venus interpeller la France et lui rappeler d'une part que la responsabilité de l'eau est une responsabilité première et ultime de l'État, même si l'État peut après déléguer cette compétence à des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, mais il a la responsabilité première et ultime de garantir l'accès à l'eau potable pour tous et pour toutes. Et puis, c'est à travers ces recommandations des Nations Unies et de ces 70 experts et plus, la France a été encouragée à adopter des mesures de toute urgence pour approvisionner toute la population guadeloupéenne en eau potable, mais aussi pour octroyer réparation et indemnisation à la population guadeloupéenne en raison des problèmes de coupure et de non-potabilité de l'eau, et y compris de pollution au chlordécone, ce qui est assez
quand même historique, en fait, surtout pour ceux qui connaissent un petit peu ce défi-là, au regard du non-lieu auquel on a été confronté l'année dernière au niveau des juridictions françaises. Donc ça, c'est vraiment source d'espoir pour la suite. Ces recommandations en tant que telles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, elles reposent sur des traités internationaux qui, eux, sont contraignants et que l'on peut invoquer devant nos tribunaux. Donc, leur poids est loin d'être négligeable. Et en fait, ces recommandations, obtenues à travers du plaidoyer, viennent appuyer de façon solide des actions contentieuses. Et puis enfin, au niveau européen, nous avons initié un recours devant le Conseil de l'Europe qui s'appelle réclamation collective et c'est basé sur la Charte sociale européenne. Est-ce que je peux prendre encore 2 minutes pour en parler? Je peux pas être trop longue. Oui. Ok. Alors, est-ce que vous connaissez la Cour européenne des droits de l'homme? Oui, je pense que ça vous parle. C'est l'organe le plus connu du Conseil de l'Europe, qui est une organisation spécialisée dans les droits de l'homme, qui est basée à Strasbourg, qui qu'il ne faut pas confondre avec l'Union européenne, qui est l'union économique basée à Bruxelles principalement. On connaît donc assez bien la Cour européenne des droits de l'homme, mais on ne sait pas toujours qu'en fait, au-delà de la Convention européenne des droits de l'homme dont elle est gardienne, il y a plus d'une centaine, je crois même plus de 200 traités des droits de l'homme qui ont été développés aussi par cette organisation. Et j'ose dire, deuxième plus important après la Convention européenne des droits de l'homme, il y a la Charte sociale européenne. Traditionnellement, la Convention européenne des droits de l'homme portait sur ce qu'on appelle les droits civils et politiques. Donc, c'est plutôt tout ce qui est liberté d'expression, par exemple, liberté de réunion, droit à être protégé contre des arrestations arbitraires, etc. Bon, ça, on reviendra sûrement là-dessus tout à l'heure. Mais la Charte sociale européenne, c'est un traité européen fondamental pour garantir tout ce qui est droits économiques et sociaux. Donc, emploi, logement, santé, éducation, protection sociale et donc eau et assainissement, par exemple, environnement. Donc forcément, ça nous a intéressés pour nous parce qu'on s'est dit voilà une voie de recours qui peut être intéressante et effective pour nous sur la question de l'eau en Guadeloupe et du chlordécone aux Antilles. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, en principe, on apporte des affaires individuelles qui concernent des particuliers. Il faut un avocat et puis il faut avoir épuisé toutes les voies de recours internes. Donc en général, ça prend un petit paquet d'années et en plus, il y a un certain délai à respecter. Donc voilà. Pour la Charte sociale européenne, on va devant une instance qui est quasi juridictionnelle et qui s'appelle le Comité européen des droits sociaux. Et là, c'est pas pour des cas individuels, mais pour des questions collectives. Ça nous concerne, eau et chlordécone, donc on se dit ça va, on y va. Il n'y a pas besoin d'avocat, mais par contre, il faut des ONG internationales accréditées. Ça nous a pris 3 ans et demi pour en trouver une, mais on remercie la Fédération internationale des droits de l'homme qui, à travers la Ligue des droits de l'homme, a accepté de porter notre recours. Et puis, intéressant, par contre, on n'a pas besoin d'épuiser les voies de recours. Donc, on s'est dit, on va introduire ce recours. Notre recours a 3 enjeux, donc vous l'avez compris au fond, l'eau en Guadeloupe et puis le chlordécone aux Antilles, ça c'est formidable, mais le premier des enjeux, là ça a été une triste découverte. On s'est rendu compte que la France a exclu en fait tous les territoires français dits d'outre-mer de l'application de ce texte. C'était tacite pendant plus de 50 ans. Depuis 1 an, nous on a fait un plaidoyer de plus en plus fort et de plus en plus public, en demandant à la France si elle appliquait bien ce texte en fait au territoire français dit d'outre-mer, et elle ne répondait pas. Donc on a écrit des courriers, on a passé par les Nations Unies, elle ne répondait pas aux Nations Unies, et puis donc on a initié ce recours. Et dans le cadre du recours, la France a dû, dans un premier temps, le gouvernement, répondre sur la recevabilité du recours. Et le 15 mai de cette année, le recours a été déposé le 18 mars de cette année. Et le 15 mai, la France a répondu explicitement
qu'elle excluait les territoires français dits d'outre-mer de l'application de ce texte. C'est un texte, on parle de droits de l'homme, hein. C'est écrit noir sur blanc, vous pouvez le trouver sur le site du Conseil de l'Europe. Donc, évidemment, ça nous pose un problème, mais on continue le plaidoyer. On a bon espoir quand même que le Comité européen des droits sociaux passe outre l'opposition de la France à la recevabilité de ce recours, parce qu'en fait, cette situation, elle est anticonstitutionnelle, elle est illégale et elle est contraire à tous les engagements de la France au niveau du droit international des droits humains. Et on remercie au passage la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui vient d'ailleurs de publier une déclaration dans laquelle elle vient expliciter cette situation en disant que effectivement c'est une discrimination procédurale, mais aussi donc par extension environnementale, injustifiée, et qui porte un nom, ça s'appelle une clause coloniale, et donc elle exhorte la France à remédier à cette situation et à accepter la recevabilité de ce recours. Suspense jusqu'à la fin de l'année, on espère qu'on aura gain de cause, et sur la recevabilité et puis au fond aussi. Merci beaucoup Sabrina, du coup pour cette dernière présentation assez extensive sur l'ensemble des voies qui sont mobilisables dans le cadre de votre action en droit international des droits de l'homme sur cette question. C'est intéressant d'ailleurs de constater que les formes de discrimination environnementale qu'on a pu observer d'abord en pratique, puis dans les politiques publiques des territoires dits d'outre-mer par rapport à la métropole se retrouvent même au niveau juridique dans l'application présumée à ce stade de certains instruments. On a donc eu un bel aperçu de la manière dont pouvait être mobilisé le droit international des droits de l'homme sur la question de l'accès à l'eau. Un autre point intéressant à présent, toujours dans cette idée de double mobilisation du droit, c'est que le droit international des droits de l'homme, du point de vue environnemental en tout cas, fonctionne un petit peu en deux temps, c'est-à-dire qu'à la fois, il donne un certain nombre de garanties fondamentales aux personnes, et à la fois, il donne des garanties sur ces garanties, puisqu'il permet de protéger les personnes qui protègent les droits humains et éventuellement les personnes qui se positionnent comme défenseurs de l'environnement. Et c'est là tout l'objet, d'une part, de cet instrument un petit peu particulier qui est la Convention d'Aarhus et du mandat de Michel Forst au titre de la Convention d'Aarhus. Donc je vous donne à présent la parole pour présenter un petit peu ce mandat et le cadre de la Convention d'Aarhus, et peut-être les droits de l'homme, les droits humains environnementaux particuliers qu'il permet de protéger. Donc, avec votre permission, je vais me lever. Je parle plus facilement et j'aime bien voir en fait les visages de celles et ceux à qui je m'adresse. Ça permet aussi de voir si certains tombent d'ennui ou bien plus carrément en fait s'endorment en m'écoutant. Donc, je vais pas être trop long. Alors moi, je suis pas un spécialiste du droit à l'eau. Donc, je suis pas vraiment très qualifié pour répondre aux enjeux de la discussion de ce soir, mais il se trouve que dans le mandat que j'occupe aux Nations Unies, la question du droit à l'eau ou de la protection de celles et ceux qui essayent de promouvoir le droit à l'eau traverse constamment mon travail en fait. Et dans tous les pays que je peux visiter, en fait, je rencontre beaucoup de victimes, beaucoup de défenseurs qui viennent vers moi précisément parce que ce droit à l'accès à l'eau est un droit qui est bafoué par un grand nombre d'États et surtout par un grand nombre d'entreprises internationales qui opèrent à l'étranger. Donc alors, moi, vous l'avez rappelé au début, j'ai commencé aux Nations Unies avec un mandat de rapporteur spécial sur les défenseurs en général. Donc, et pour les Nations Unies, on a une déclaration en 98 qui explique que est un défenseur des droits de l'homme ou droits humains tout individu, groupe ou organe de la société qui promeut et qui défend les droits humains. Définition très très large, en fait, qui couvre tout un tas de situations. Donc, on n'a pas besoin d'être membre d'une ONG ou d'un syndicat pour être un défenseur, un individu, un gardien de prison même. J'ai rencontré des gardiens de prison, un diplomate, peut-être un juge également, un défenseur des droits humains. Donc, et il se trouve que dans la méthode de travail que j'ai adoptée aux Nations Unies, c'est de d'abord ne rien faire sans d'abord commencer par consulter les personnes que je suis censé protéger. Et donc, j'ai organisé beaucoup de consultations régionales, 7 à l'époque, et franchement, j'ai été impressionné de voir que la majeure partie
des femmes et des hommes et des enfants qui venaient vers moi étaient des personnes qui me racontaient comment, en essayant de défendre l'environnement ou un environnement sain, leur propre environnement ou leur biotope, eh bien, ils étaient l'objet d'attaques multiples de la part de différentes composantes de la société, des groupes armés, narcotrafic, l'État, les forces de sécurité qui protègent les entreprises, en fait. Et ils me racontent des histoires terribles, en fait, de défense de l'environnement. Et au fond, Sabrina, en fait, dans son récit, en fait, elle illustre parfaitement ce que j'ai pu constater dans ces consultations, c'est que dans la plupart des cas, on ne décide pas de devenir un défenseur de l'environnement, en fait. Bien sûr, certains vont travailler au WWF par choix de carrière ou de motivation, mais la plupart des dossiers que j'ai pu rencontrer sont des femmes, des hommes, des enfants qui simplement ont vu que leur environnement au quotidien brutalement était attaqué, menacés par des intérêts économiques puissants, et que la seule chose qu'ils pouvaient faire, eh bien, c'est de protester, d'abord individuellement, et puis de se regrouper avec des voisins, des amis, solidarité locale, pour essayer de protester, d'agir, et plus lointain, donc, de s'organiser en forme d'association, d'ONG, et faire appel aux grandes ONG internationales pour essayer de les représenter, les protéger. Et ça, c'est quelque chose que je rencontre tout le temps dans le travail que j'ai maintenant. Et ce nouveau mandat que j'ai maintenant, il a été créé il y a en 2021 par des États partis à la Convention d'Aarhus, qui est une grande convention extrêmement intéressante qui porte sur la protection de l'environnement, avec 3 piliers fondamentaux. L'accès à l'information, dès lors que votre environnement proche est menacé par un projet, il y a une obligation de l'État de vous consulter. La consultation n'est pas uniquement formelle, elle doit être organisée dans la langue que vous comprenez, dans des langues que vous comprenez. Le deuxième pilier, il va de pair, en fait, c'est le droit à être consulté, y compris le droit de dire non. Donc un projet vous menace votre environnement, eh bien vous avez le droit d'être consulté, et la consultation doit être organisée également, une consultation libre, organisée selon des critères internationaux. Et le troisième pilier qui nous rassemble peut-être ce soir, c'est l'accès à la justice environnementale. Dès lors que vos droits sont bafoués, les droits fondamentaux sont bafoués, le droit environnemental est bafoué, eh bien, il y a un accès à la justice environnementale qui est garanti par la Convention d'Aarhus. À l'heure actuelle, il y a 46 États, essentiellement le Conseil de l'Europe, on va dire, en gros, l'Europe du Nord, l'Europe de l'Ouest, les Balkans, le Caucase, l'Asie centrale, qui sont partis à la Convention d'Aarhus, avec une particularité, c'est que l'Union européenne en tant que telle est également partie, ce qui veut dire que toutes les institutions de l'Union européenne, y compris la Banque européenne d'investissement, est liée par cette convention, et dès lors qu'elle investit dans un projet qui vient menacer les défenseurs de l'environnement, elle est redevable de compte devant le comité qui gère la Convention d'Aarhus. Pas être trop long sur la Convention d'Aarhus, mais en gros, c'est ça. Il y a un pendant qui existe à l'heure actuelle dans les Amériques, qui est l'accord d'Escazú, un accord d'Escazú ratifié par 16 États à l'heure actuelle, mais qui essaie de développer les mêmes mécanismes autour des 3 mêmes piliers. Et donc, devant la montée, on va dire, des menaces, des attaques perpétrées contre les défenseurs de l'environnement, les États ont pensé qu'il était utile de créer un mandat, ce qu'on appelle de réaction rapide, c'est-à-dire de réaction immédiate, dès lors qu'on constatait que un des articles de la Convention, l'article 3.8, était violé, un article qui dit que toute personne dans le territoire de la région Aarhus a le droit de pouvoir bénéficier des droits de la Convention sans être menacée, pénalisée, persécutée ou attaquée par qui que ce soit, en fait. Et c'est ça qui a donné lieu à la création de ce mandat. Et donc les États ont décidé de créer un mandat de rapporteur spécial des Nations Unies sur la protection des défenseurs de l'environnement au titre de la Convention d'Aarhus, avec un mandat de recevoir des plaintes individuelles et de les traiter rapidement avec les États ou avec les compagnies. Donc on aura peut-être le temps d'expliquer plus tard en quoi consistent ces plaintes et comment je les traite. Mais je voulais souligner le fait que je continue mes consultations à l'heure actuelle. Donc j'ai rencontré un grand nombre de défenseurs dans le nord de l'Europe, en Norvège, Suède, Finlande, notamment les Samis, je ne sais pas si vous les connaissez, ces populations autochtones. J'invite également les Inuits du Groenland, on parle beaucoup du Groenland avec Paul Watson en ce moment, donc à me rencontrer. Demain, histoire horrible entendue sur l'accès à l'eau qui est menacé pour ces populations autochtones par des intérêts géopolitiques et géoéconomiques importants.
consultations en Asie centrale avec Kyrgyzstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, etc. Donc où là des histoires véritablement horribles, des menaces terribles, à tel point que les personnes que j'ai invitées n'osaient pas me parler à moi dans l'hôtel parce que l'hôtel était sous surveillance. Donc avec mon équipe, on est dans les rues pour les écouter, recueillir les témoignages, leurs histoires. Et puis je termine là-dessus. En fait, la convention s'applique dans 46 pays, essentiellement de la grande Europe, mais on a découvert, je veux dire que j'ai été extrêmement heureux de le découvrir, que ce mandat, il a une portée également extraterritoriale. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que dès lors qu'une entreprise qui a son siège dans un pays qui a ratifié la Convention d'Aarhus et opère à l'étranger, eh bien, si cette entreprise menace des défenseurs de l'environnement à l'étranger, eh bien, l'entreprise est redevable également de la Convention d'Aarhus et les États ont l'obligation de surveiller la manière dont leurs entreprises opèrent à l'étranger. On n'a pas le temps de développer, mais il y a des mécanismes à l'heure actuelle qui se développent au sein de l'Union européenne, une directive européenne sur le droit de vigilance notamment, qui va rendre la Convention encore plus effective. Et donc je continue mes consultations et je reviens d'Afrique et d'Amérique latine, où j'ai invité spécifiquement, et c'est ça qui va nous rapprocher du sujet, des défenseurs que j'ai choisis parce qu'ils sont à l'heure actuelle menacés par une entreprise ou des entreprises qui ont leur siège dans un pays de la zone Aarhus. Et donc j'ai rencontré des défenseurs d'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest à Lomé pendant 3 jours. Et là encore, j'ai entendu les noms d'entreprises. Je vais pas les dire ce soir, mais entreprises françaises, on imagine lesquelles. Donc la plus grande d'entre elles, Ouganda, Tanzanie, ça vous parle un peu. Donc, mais il n'y a pas qu'elles. Entreprises italiennes, entreprises allemandes, entreprises suisses, entreprises norvégiennes, entreprises britanniques. Bref, il y a un grand nombre d'entreprises européennes à l'heure actuelle qui ne sont pas assez attentives à la manière dont elles devraient respecter les droits fondamentaux des populations affectées par leurs entreprises. Deuxième consultation, Amérique latine, à Bogota, pays dangereux pour les défenseurs, le plus dangereux pour les défenseurs de l'environnement. À l'heure actuelle, on estime que 80% des défenseurs qui sont tués dans le monde sont des défenseurs de l'environnement. Et la Colombie est le premier pays, en termes de meurtre, des défenseurs de l'environnement. J'avais des défenseurs de 8 pays d'Amérique centrale, parmi les plus menacés, le Mexique, le Pérou, des pays de l'Amazonie, etc. Et encore une fois, la même chose, le même récit, sur les menaces, attaques venant de la part des entreprises. Et le paradoxe à l'heure actuelle, c'est que les menaces des entreprises viennent d'entreprises qui travaillent à l'heure actuelle à ce qu'on appelle une répartition équitable du fardeau climatique. Et donc, ces entreprises, en fait, vont installer des barrages hydroélectriques, des fermes éoliennes, vont prospecter pour trouver des métaux rares ou des terres rares pour la transition écologique. Et ce faisant, en fait, elles menacent directement les populations locales. Et la première des menaces que ces entreprises fait peser sur les populations, c'est précisément l'accès à l'eau potable, en fait. Et donc, ces communautés viennent vers moi en me disant, voilà, notre ferme, notre communauté a été brutalement privée d'accès à l'eau potable parce qu'un barrage a été construit ou parce que on déforeste et qu'on plante des palmiers pour faire de l'huile de palme ou qu'on recherche des métaux rares et donc on nous expulse. Et donc, ces défenseurs du droit à l'eau sont des défenseurs par nécessité qui font appel au seul mécanisme à l'heure actuelle qui existe pour les défendre, qui est ce mandat de rapporteur spécial des Nations Unies. On n'a pas le temps de parler des victoires ou des réussites, mais depuis 2 ans que je suis à ce mandat, j'ai reçu un grand nombre de plaintes venant de ces communautés locales qui en fait cherchent par tous les moyens à trouver un appui, un soutien auprès d'une organisation internationale qui peut les protéger et les défendre. Et la grande difficulté, c'est que le mandat, il a été créé il y a 2 ans seulement. Beaucoup d'ONG le connaissent pas. Même les grandes ONG, telles Amnesty, la FIDH, Human Rights Watch et les autres, en fait, ne connaissaient pas ce mandat. Donc, il y a un vrai travail à faire de promotion, d'information pour que les gens comprennent comment, simplement, saisir ce mandat pour qu'il puisse être effectif dès lors que les défenseurs du droit à l'eau sont menacés un peu partout. Voilà, je m'arrête là pour ne pas être trop long. Merci beaucoup pour cette dernière contribution et la présentation de ce cadre conventionnel et de ce mandat assez particulier, en effet assez peu connu, qu'il convient de diffuser le plus largement possible dans une perspective justement de meilleure protection des défenseurs de l'environnement. Peut-être en quelques mots, une dernière question pour terminer avant de passer aux questions du public. Dans le cadre du mandat que vous exercez depuis 2 ans et quelques maintenant, est-ce que vous avez pu dresser un bilan provisoire de la protection des droits d'accès à l'information, d'accès à la justice, de participation dans le cadre français, métropolitain et d'outre-mer?
Alors oui, j'ai déjà reçu des plaintes d'un grand nombre de pays européens, y compris de la France, donc avec deux plaintes assez intéressantes. La première, c'est un journaliste de Reporter, donc le média que vous connaissez bien, qui en fait suivait une manifestation dans une graineterie où, de manière symbolique, les militants avaient décidé d'ouvrir des sacs de grains de maïs transgénique. Et donc le journaliste couvrait la manifestation et il a été arrêté par les gendarmes et il a été accusé d'être complice ou d'être l'un des auteurs des dégradations volontaires commises dans cette graineterie. Donc il a fait appel à moi, donc je suis intervenu, on n'a pas le temps de parler des méthodes de travail, mais ça a été assez rapide et le cas a été résolu, donc les charges ont été abandonnées contre lui en fait. Et puis le deuxième dossier, ça concerne une affaire bien malheureusement célèbre, encore à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, encore ce matin. C'est la question des écureuils sur la 69, où là je suis à leur demande intervenu, donc ils ont porté plainte auprès de mon mandat. Je suis intervenu sur place pour d'abord constater les violations à leurs droits fondamentaux, donc sur place, intervenu auprès du gouvernement français pour non pas la question, pour moi c'est pas vraiment la 69 en tant que telle, j'ai pas de position officielle, personnellement j'en ai une, mais officielle non, mais ma question c'est de voir comment les militants environnementaux sont à l'heure actuelle maltraités, et en ce moment ils sont maltraités non seulement par l'État français, mais par des milices privées employés par l'État français pour menacer précisément les écureuils, ces militants qui se battent sur la cime des arbres pour protéger leur environnement. Bien, merci beaucoup pour ces retours également sur la situation française qui nous permet d'avoir un tableau assez complet à la fois du coup de l'utilisation du droit pour protéger l'accès à l'eau et pour protéger plus largement les personnes qui se positionnent de facto souvent en défenseur de l'environnement. Je crois qu'on s'est pas mal étendu sur l'ensemble de ces sujets pour le moins captivants, donc il est plus que temps maintenant de vous ouvrir la parole et de voir si vous avez des questions à poser aux intervenantes et aux intervenants. Je vous apporterai volontiers le micro. Merci beaucoup pour cette conférence très enrichissante. Et en fait, je voulais savoir, c'est quoi concrètement les actions, les moyens d'action que vous avez en tant que rapporteur, je sais plus l'intitulé exact spécial, voilà, des défenseurs de l'environnement. Alors on va dire que les rapporteurs spéciaux, dont a fait pas état tout à l'heure Sabrina, en fait, utilisent les mêmes méthodes de travail. La première, c'est qu'on essaie d'établir un contact, un dialogue avec l'État ou avec la compagnie concernée. Et dès lors que la plainte est jugée recevable, donc on fait un travail d'investigation pour être sûr de ne pas être manipulé. Moi, par le passé, dans mon mandat, j'ai été l'objet de tentatives de manipulation par des pays comme le Venezuela, le Bélarus, la Russie, qui en fait essayaient de discréditer mon travail en faisant de fausses plaintes. Donc on essaie de vérifier vraiment les allégations reçues. Et le premier travail qu'on fait, c'est d'envoyer à l'État français, ou à l'État du pays concerné, en fait, qu'on appelle une lettre d'allégation. Et son nom indique bien ce que c'est. On n'accuse pas l'État de violer les droits fondamentaux d'une personne, mais on transmet des allégations reçues qu'on a vérifiées, et on demande à l'État de vérifier, de faire un travail d'investigation, et de nous dire ce qu'il a fait pour éventuellement remédier aux allégations d'atteinte ou de menaces reçues. Pareil pour les entreprises, donc on leur fait la même demande. Lorsqu'on s'adresse aux entreprises, on informe l'État en leur disant « une entreprise de votre pays » est suspecté de menacer les personnes. L'État ou la compagnie a 60 jours pour répondre à nos lettres d'allégation. Ces lettres deviennent publiques ensuite. C'est un moyen qu'utilisent beaucoup les ONG en disant « voyez ce qui a été écrit, voilà la réponse du gouvernement français ou du gouvernement allemand ou du gouvernement chilien ». Et donc utilisent ça comme étant un moyen de pression. Cela dit, si on s'arrêtait à ces plaintes, ça serait pas grand-chose en fait. Beaucoup d'entre elles sont couronnées de succès. J'aurais plein de récits à vous raconter de succès, mais on fait pas que ça en fait. L'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout pour essayer de trouver le moyen de résoudre un problème. Et la grande différence entre mon mandat et les autres mandats de rapporteurs spéciaux, c'est que le mien, il est construit, il a été bâti au sein d'une convention juridiquement contraignante, ce qui n'est pas le cas pour les autres rapporteurs spéciaux. Leur mandat a été créé par une résolution du Conseil des droits de l'homme, et une résolution, elle n'est pas contraignante. Là, la Convention d'Aarhus, elle est juridiquement contraignante pour les 46 États plus l'Union européenne, qui ont une obligation de respecter les recommandations qui leur sont faites. Et donc, ça veut dire qu'au sein de la Convention, on a des mécanismes qui permettent de
renforcer le poids, pouvant aller jusqu'à des mesures extrêmes comme l'exclusion du périmètre de la Convention. Ça peut paraître rien, mais pour un pays comme la Suisse, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la France, être exclu de la Convention d'Aarhus, c'est vraiment un scandale diplomatique, on va dire en fait. Donc les États essayent par tous les moyens de trouver soit un remède ou une réparation, ou en tout cas d'essayer de répondre de la meilleure manière aux remarques qu'on leur fait. Et moi, je me déplace beaucoup, j'envoie ces lettres, ensuite je vais dans les capitales, je rencontre les ministres ou les directeurs de cabinet ou les directeurs d'administration centrale pour discuter des cas individuels. Je le fais également par d'autres moyens. Un moyen très efficace, c'est la presse, les médias, avec un communiqué qui vient des Nations Unies, qui s'inquiète d'une situation. Et le simple fait d'émettre un communiqué en disant « je m'inquiète de la situation en Grande-Bretagne », par exemple, fait que la Grande-Bretagne va vous appeler immédiatement pour dire « de quoi, parlons-nous, il y a sûrement un malentendu, blablabla ». Donc ça renforce le poids du travail qu'on fait. Et puis, le dernier moyen qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle la diplomatie confidentielle. Ça veut dire que rien n'est public. Parfois, c'est beaucoup plus efficace que la diplomatie du mégaphone, où on va largement publier les situations. Et souvent, en parlant individuellement, confidentiellement, avec des règles très très précises, on obtient des résultats qui sont parfois meilleurs que par les autres méthodes qu'on peut employer. Donc, on utilise une palette d'outils extrêmement variés pour s'assurer qu'on trouve un remède, ou en tout cas une solution aux problèmes rencontrés. Parfois, on échoue, on n'a pas que des succès, mais en tout cas, souvent ça marche. Et modestement, j'ai toujours dit que les succès qu'on a en tant que rapporteurs spéciaux sont des succès souvent partagés en fait. Ils sont partagés parce que des ONG ont également traité le dossier, qu'il y a une mobilisation massive, et donc on a contribué à la solution d'un problème, mais on n'est pas les seuls à avoir contribué à résoudre le problème soi-même. Merci. Merci beaucoup pour ces intéressantes présentations. Je m'adresse au volet extraterritorial de la Convention. Et je voudrais savoir si, par exemple, il y a une entreprise française qui porte atteinte aux droits des personnes qui défendent l'environnement, par exemple, en Afrique, au Sénégal, par exemple. Est-ce que vous vous déplacez sur place pour constater, pour entendre les personnes concernées? Non, je vais rester assis. Maintenant, on m'a vu, donc je peux pas constamment me lever et m'asseoir. Donc, alors, je me déplace pas systématiquement en fait. Sinon, je ferais que ça. Je voyage beaucoup, mais c'est pas l'essentiel du travail. Donc, on fait un travail de vérification, et donc on a des agents sur place qui vérifient les allégations, le sérieux. C'est d'abord les ONG locales. Fiables, les grandes ONG internationales qui ont des relais. On a tous les bureaux des Nations Unies dans tous les pays. Il y a un bureau au Sénégal, donc un bureau régional. On a également les médias, les journalistes qui peuvent nous donner des informations. Lorsque c'est nécessaire, on demande également aux ambassades de confirmer l'information, l'Union européenne ou les ambassades, pas l'ambassade de France dans un pays comme le Sénégal par exemple, mais on demande à d'autres ambassades de venir confirmer. Bref, on a tout un réseau de maillage qui permet de vérifier l'information, et c'est seulement quand je sens que c'est nécessaire que à ce moment-là, je décide de me déplacer, mais il faut qu'il y ait une bonne raison pour aller sur place. Mais je ne me déplace pas pour constater moi-même, parce que le constat est déjà fait. Je me déplace par exemple pour rencontrer le directeur d'une filiale, d'une entreprise allemande qui en fait opère à l'étranger et à qui j'ai besoin de parler parce que je suis pas sûr qu'elle ait effectivement fait de la bonne manière le travail qui lui est demandé par le siège de la compagnie. Donc c'est plutôt un travail on va dire de bons offices pour vérifier sur place que les remèdes proposés par la compagnie sont suivis des faits. D'accord. C'est intéressant. Bon, peut-être je pose toutes mes, j'ai autour de 3 questions, en fait. Voilà. En fait, je voudrais aussi savoir, en fait, c'est très rapide, en fait, vous avez parlé d'un pendant de la Convention d'Aarhus en Amérique. Est-ce qu'il y en a, en fait, un en Afrique? Et également, comme, par exemple, au Sénégal ou en Afrique, la Chine intervient beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a un pendant de la Convention d'Aarhus en Chine qu'on puisse invoquer, par exemple, en Afrique pour, voilà. Alors, il y a à l'heure actuelle en Afrique des discussions avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples autour des 3 piliers communs à Escazou et à Aarhus: accès à l'information, participation du public et justice environnementale. L'idée, c'est de créer un système africain
qui répondent aux mêmes critères, mais qui soient vraiment portés par l'Afrique et non pas imposés ou importés par un mécanisme international. Et alors pour la Chine, là en fait la vraie difficulté, c'est que la Chine ne répond à aucune des obligations internationales en matière de droits humains. Et moi j'ai connu des dossiers dans lesquels des entreprises, je ne vais pas citer lesquelles, mais une entreprise pétrolière ayant fait un travail, disons, d'investigation, ayant consulté des populations sur un nouveau projet, a constaté que les populations refusaient le projet qui aurait des conséquences environnementales désastreuses, s'est retiré du projet, et immédiatement après, c'est l'entreprise chinoise qui est venue et qui a fait sans doute beaucoup plus de mal que l'entreprise italienne qui au départ devait s'occuper du projet. Malheureusement, sur la Chine, à l'heure actuelle, on est totalement impuissant, on ne peut pas agir parce qu'en fait, ils ne respectent pas les normes environnementales ou les normes de droits humains à l'heure actuelle. Merci. Il y a d'autres questions? J'ai vu une et deux. Vous le transmettrez juste après. Merci. Oui, bonjour. Je voulais également demander au rapporteur si c'est possible qu'il nous explique un peu plus comment s'applique de manière extraterritoriale la Convention et les mécanismes. C'est-à-dire comment est-ce que, par exemple, un pays de l'Amérique latine, moi je suis mexicaine, donc au Mexique on a beaucoup de problèmes, vous le savez. Comment est-ce que on pourrait utiliser les mécanismes pour défendre les défenseurs de l'environnement, par exemple au Mexique, c'est-à-dire qui doit saisir les mécanismes? Est-ce que c'est par exemple, si c'était une entreprise française qui a des filiales en Amérique latine, est-ce que c'est une ONG française qui doit saisir le mécanisme, ou est-ce que les gens qui sont sur place, les victimes, peuvent depuis l'Amérique latine saisir le mécanisme, même si ils font pas partie de la convention? Ok. Peut-être de manière générale, j'ai envie de dire que ce serait bien que des questions également soient adressées à Emma et à Sabrina, et que je ne dois pas en fait un dialogue uniquement entre moi et vous, même si effectivement le monde est intéressant, j'imagine qu'il y a plein de questions, mais je trouve ça intéressant que Sabrina et Emma puissent également répondre à des questions sur le travail important qu'elles mènent dans leur responsabilité. Alors sur le Mexique, par exemple, il y a un exemple très concret en fait. Il y a dans un État du Mexique, l'État de Oaxaca, que vous connaissez sans doute, donc une entreprise française qui s'appelle EDF, qui a construit une ferme éolienne et qui affecte une communauté de Unión Hidalgo, je ne sais pas si vous la connaissez, donc et qui sont à l'heure actuelle en conflit avec EDF, qui a décidé finalement d'arrêter le projet. Et donc dans ce cadre-là, en fait, n'importe qui, toute personne qui est mexicaine, par exemple, et qui pense qu'elle a reçu des menaces, et en Mexique on reçoit beaucoup de menaces sur le téléphone portable en fait, des vidéos, des messages, des menaces très claires, de menaces de mort en fait, qui viennent de la part de sociétés de sécurité privée qui protègent les installations. Toute personne qui reçoit ces menaces peut directement me saisir moi. Pas besoin de passer par une ONG. Sur mon site internet, on pourrait peut-être diffuser l'adresse du site internet, il y a une page « Comment porter plainte ?» en français, en anglais, en espagnol, et il suffit de cliquer sur un lien, vous tombez sur un formulaire de plainte très simple, et dès lors que vous avez rempli, c'est mon équipe qui va téléphoner, envoyer un WhatsApp, organiser un Zoom, une discussion pour comprendre la situation et immédiatement agir. Donc voilà, c'est extrêmement simple, et ce principe d'extraterritorialité, il a été confirmé par le comité de conformité de la Convention d'Aarhus, qui confirme effectivement que dès lors qu'une entreprise a son siège en France, en Espagne, en Allemagne, en Suisse, dans un pays de la zone Aarhus, et menace des défenseurs à l'étranger, les défenseurs sont habilités à me saisir, et donc j'interviens directement auprès du siège de l'entreprise. J'ai en 30 secondes, si j'ai le temps, donc un des derniers cas concerne le Guatemala, une entreprise suisse qui s'appelle Solvay, qui menaçait depuis 5 ans un journaliste d'investigation, menacé au sens physique du terme, mais également un procès avec ce qu'on appelle des slaps, donc des poursuites, voilà, indues, des procès bâillons, en fait, un procès bâillon, le menaçant de sommes faramineuses. On a écrit une lettre d'allégation. L'entreprise nous a immédiatement répondu. Je suis allé les rencontrer. On a dialogué. Je leur ai dit, faites un travail d'investigation vous-même. Vous verrez que l'allégation, elle est sérieuse, elle est fondée. Et ce que vous faites n'est pas raisonnable. Ils ont fait ce travail d'investigation et quelques temps après, ils ont
arrêté les charges, c'est-à-dire qu'ils ont interrompu les charges contre le journaliste qui maintenant, depuis quelques années, vit en fait totalement librement. Donc il y a des succès comme ça qui sont immédiats, qui montrent la portée extraterritoriale, à condition que l'entreprise comprenne l'intérêt d'agir immédiatement. On est presque à court de temps, c'est la question du coup laissée à Sabrina et Emma avant la fin. Okay. Oui. Oui, merci pour votre intervention à tous les trois. Moi, j'avais une question particulièrement pour Madame Cajoli. Merci d'avoir mis en lumière cette situation qui touche la Guadeloupe, parce que, comme vous l'avez dit, c'est pas quelque chose dont on entend parler régulièrement sur l'île. Et voilà, c'est une situation de frustration parce qu'on parle beaucoup du changement climatique, notamment quand on essaye de le défendre. Et on oublie qu'il y a toute une partie de la population française qui subit déjà ces effets-là et qui vit voilà dans des conditions très inégalitaires. Et bon, pour pas être trop longue, moi la question que je voulais poser, c'est est-ce que le droit et juste voilà le fait de passer devant les tribunaux comme moyen d'action peut permettre de susciter une prise en charge rapide des services de l'État, parce que ce problème d'accès à l'eau, il demande une réponse rapide. Du coup, voilà, surtout dans un État qui a déjà été condamné pour une action climatique, je me posais la question sur la pertinence de l'outil juridique. Merci beaucoup pour la question. Je ne peux pas le promettre, mais c'est ce vers quoi on essaye de tendre. Donc, le recours européen dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, vous avez vu, c'est un recours qu'on peut introduire sans avoir épuisé les voies de recours. Et puis, qu'il y a une autre spécificité, c'est qu'on peut demander des mesures immédiates ou d'urgence. Et donc, c'est ce qu'on s'est empressé de faire. Et on espère, du coup, pouvoir avoir une décision sur cette question d'eau en Guadeloupe et sur le chlordécone aux Antilles dans les 2 à 3 ans maximum, ce qui est, pour du niveau international, rapide. On continue, cela dit, parallèlement, le plaidoyer. Donc, le plaidoyer, c'est pas des actions contentieuses devant les tribunaux, mais c'est quand même basé sur le droit international des droits de l'homme pour, à travers des conversations officielles ou officieuses aussi, comme le disait Michel Faure tout à l'heure, encourager la France à résoudre d'elle-même certaines situations. Et parfois, ça marche quand même, en fait. C'est pas toujours mis en avant et c'est pas toujours couvert médiatiquement, mais ça peut l'être efficace. Il y a des petites avancées. Il y a aussi d'autres choses qui sont intéressantes tant en plaidoyer qu'au niveau du contentieux, c'est la jurisprudence internationale. Par exemple, il y a des exemples qui viennent de l'étranger qui peuvent nous inspirer, tant pour l'Hexagone d'ailleurs que pour l'Outre-mer. Michel nous parlait tout à l'heure des peuples autochtones qui souvent sont affectés de façon disproportionnée par les problématiques dont on parle ce soir. Il y a une jurisprudence internationale au Canada sur les Premières Nations qui est très intéressante et qui pourrait peut-être encourager des changements plus rapides que ce qu'on peut espérer par la seule voie des tribunaux. Alors, au Canada, il y a des peuples autochtones qui s'appellent les Premières Nations. Ils sont 330 000 à peu près. Pour vous donner un exemple, en Guadeloupe, on est 380 000. Et donc, Guadeloupe et Martinique, on est à peu près 750 000. Et au Canada, les Premières Nations ont initié un recours en 2019 contre l'État en raison de problèmes d'accès à l'eau qui, comme chez nous, duraient depuis 30 ans. Et qui, comme chez nous, était un héritage colonial, en fait, un délaissement de l'État fédéral qui n'avait pas suffisamment investi dans les infrastructures d'eau. Et ils avaient des problèmes, et ça perdure malheureusement encore quand même, mais de non-potabilité de l'eau qui conduisait à des interdictions officielles de consommer l'eau. Donc, ils introduisent ce recours en 2019. Et en 2021, l'État canadien dit, vous savez quoi, on va arrêter les poursuites ici et faisons un règlement à l'amiable, sous les auspices des tribunaux pour que ça soit bien carré, mais pour éviter d'aller au bout de la procédure qui est longue et coûteuse,
pour tout le monde. Ils ont proposé un règlement à l'amiable et ils ont mis en place un fonds d'indemnisation. Vous voulez savoir combien ils ont mis sur la table? 8 milliards. Chez nous, l'État met 80 millions pour l'eau en Guadeloupe et 130 millions pour le chlordécone. Donc 8 milliards, dont 6 milliards pour refaire les infrastructures entièrement d'accès à l'eau et 2 milliards pour indemniser les personnes pour le préjudice subi du fait de la privation d'accès à l'eau potable effectif. Et pour ceux qui en plus peuvent démontrer un préjudice particulier sur leur santé, un cancer, genre chez nous ce serait un cancer de la prostate, 50 millions de plus sur la table. Une indemnisation complémentaire. Donc pour les autres, il n'y a même pas besoin de démontrer le lien de causalité, contrairement à chez nous sur le chlordécone. Ça, c'est une jurisprudence internationale qui nous permet en fait de à la fois consolider notre plaidoyer et peut-être obtenir des négociations avec l'État pour des solutions plus rapides, ou en tout cas renforcer les contentieux et obtenir aussi des résultats plus rapides et plus forts sur les questions d'eau, de chlordécone, mais de façon plus générale sur les questions environnementales. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est optimiste. Ça fait du bien. Merci. Et je vais juste compléter une chose sur l'aspect de la rapidité du droit, et notamment pour revenir à l'échelon national. C'est un peu le constat qu'on avait au départ quand on a travaillé à Mayotte l'année dernière. C'est bon, là, on est face à des atteintes extrêmement graves aux droits fondamentaux à cause d'une situation environnementale. Comment on peut faire pour agir le plus rapidement possible et ne pas attendre, même si effectivement c'est assez rapide au contentieux, 2-3 ans. Et donc, on a mobilisé un référé liberté qui permet, en cas d'atteinte aux libertés fondamentales, de demander des mesures rapides sous 48 heures au juge administratif. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, je partage cette histoire-là pour mettre en avant aussi les limites du droit face à ces problématiques pour le moment. C'est qu'on s'est confronté à la limite de l'office du juge qui nous a dit c'est évident que les droits fondamentaux sont atteints. Donc sur ce point-là, on n'a même pas à discuter. C'était au Conseil d'État en décembre. La décision est de décembre 2023. Mais par contre, la saison des pluies va bientôt reprendre. Les écoles sont en vacances. C'était une période de vacances scolaires, donc les écoles étaient fermées et donc ce qu'on invoquait en matière d'accès à l'eau pour les enfants dans les écoles n'était dans son office des 48 heures plus mobilisable. Et donc, en fait, il a estimé qu'il ne pouvait pas agir dans les 48 heures. Et en fait, c'est extrêmement frustrant parce qu'on se dit qu'on va se confronter à ces problèmes en fait à chaque période sèche, qu'en plus des mesures auraient clairement pu être mises en place dans les 48 heures pour notamment mieux répartir les distributions d'eau, etc. Et donc, en fait, on voit qu'il y a quand même une timidité du juge à agir rapidement sur ces problématiques-là, notamment parce qu'en fait, ils se retrouvent face aux discours très techniques, pratiques des services de l'État qui vont parler de l'acheminement de l'eau, etc. Et y compris sur des choses sur lesquelles, logistiquement, on pourrait avancer quand même. Donc ça reste assez frustrant sur effectivement la rapidité des réponses juridiques quand on parle de droits fondamentaux comme l'eau. Et du coup, une dernière question. Je voulais peut-être juste préciser quand même que c'est pour ça que nous, au niveau tant du contentieux et du plaidoyer, encore une fois, on ne se contente pas de la réponse des autorités pour l'instant qui est de dire qu'ils investissent, ce qui est discutable, des millions pour les travaux sur le long terme. En fait, on dit que même avec toute la volonté du monde et tout le budget du monde, à l'heure actuelle en Guadeloupe, pour résoudre le problème de l'eau, ça ne peut prendre qu'une bonne dizaine d'années. Parce qu'en fait, les travaux sont tellement complexes à réaliser que ça ne peut prendre qu'un plan Marshall, en fait, de grande envergure et mettre du temps. Et donc, on insiste vraiment sur des mesures d'urgence pour alléger les souffrances de la population au quotidien. Et ça consiste en quoi? Mais pour pallier les coupures d'eau, les gens qui ont l'argent en Guadeloupe posent des citernes de récupération d'eau de pluie ou d'eau publique
pour stocker de l'eau et avoir une continuité d'accès à l'eau en cas de coupure. Pour pallier la non-potabilité de l'eau, ce qu'on demande, c'est la distribution de, par exemple, fontaines domestiques avec des systèmes de bonbonnes recyclables, respectueuses de l'environnement, des choses comme ça, ou des systèmes de filtration, mais qui permettent là aussi d'assurer la continuité de l'accès à l'eau potable. On demande aussi sur l'aspect financier, économique non négligeable, la suspension ou l'annulation des factures, parce qu'en fait, on a quand même l'eau la plus chère de France au robinet et en supermarché. Ça vaut 2 à 3 fois plus cher qu'en France hexagonale. Donc, on demande, puisque le service n'est pas rendu, ce genre d'allègement. Et puis, des mesures d'information publique qui soient en temps réel. Donc, c'est-à-dire quand on a des instances, notamment de pollution de l'eau, vraiment avérées, particulières et prolongées, que les gens soient informés en temps réel. Donc, on demande tout cela en termes d'urgence. Pour l'instant, le problème, c'est que les réponses sont sporadiques et pas toujours systématique et exhaustive pour la population. Mais on continue. Vous avez le temps collectivement pour une dernière question? J'en avais vu une dans le fond, ou est-ce que... Ok, très bien. Voilà. Je vais me lever parce que du coup, je suis tout au fond. Bonsoir, moi, ma question, c'est pour Madame Cajoli. Vous avez parlé de l'inclusion des territoires dits d'outre-mer dans la Charte sociale européenne et comme quoi vous attendez la réponse en fin d'année. Si jamais la requête elle n'est pas recevable, est-ce que vous avez d'autres recours pour nous inclure dans la Charte sociale européenne? Alors, Kembere dans le créole, ça veut dire tenir bon. Donc, si on devait être débouté, on continuera. On tiendra bon parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est une situation qui est anticonstitutionnelle, qui est illégale et qui est contraire à tous les engagements de la France en matière de droits humains à l'international. Donc oui, il y a d'autres recours. Mais j'espère qu'on n'aura pas à en arriver là. J'espère que soit d'une part, la France d'elle-même va remédier à cette situation et renoncer à son opposition à la recevabilité de ce recours d'ici la fin de l'année, soit que le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe passera outre quand même et considérera ce recours recevable, ce qui est tout à fait envisageable quand même. Mais effectivement, si ça ne devait pas être le cas, il y a encore des recours au niveau national et international pour s'assurer que les territoires français dits d'outre-mer soient inclus dans la Charte sociale européenne. Merci beaucoup Sabrina encore une fois. Je crois qu'on a bien dépassé 20 heures cette fois, donc on va malheureusement devoir s'arrêter. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous.